Donc, bonjour. Oh, ça, c'est bon? Mais là, je pense que c'est ton haut-parleur qui est ouvert. Ah, c'est ça. Là, ça devrait fonctionner. Hey! On est plus rapide qu'au conseil municipal. Oui, c'est ça. OK. Donc, bonjour et bienvenue à tous à cette séance publique de la Commission de la sécurité et du développement social, la deuxième de 2025. Je me présente, je m'appelle Catherine Boileau et je suis la présidente de la commission. Je suis accompagnée de Madame Nancy Robichaud, qui est conseillère municipale, Madame Jennifer Garfat, conseillère d'arrondissement, et Madame Danielle Berthold, conseillère municipale aussi. Euh, Pas d'autres conseillers dans la salle. Ensuite, je suis accompagnée de Monsieur Martin Primo, qui est le directeur du service de protection contre les incendies. J'ai Madame Caroline Gravel. Non, elle n'est pas arrivée encore. Monsieur Pierre Marchand, qui est le directeur du service de police, accompagné aussi de Monsieur Patrick Roy, le directeur général adjoint, et de Monsieur Sébastien Ouimet, qui est capitaine au soutien opérationnel et administratif. Eh? Ensuite, Madame Caroline Proux, qui est chef de division loisirs et vie communautaire, avec Madame Patricia Sévigny, qui l'accompagne pour le dossier qui va nous préoccuper cet après-midi. J'ai Madame Marie-Claude Leblanc, qui est conseillère en communication, qui nous accompagne aussi à la commission. Et puis, j'ai Monsieur Jean-Christophe Rassette, qui est conseiller stratégique à l'arrière. Puis, notre fidèle secrétaire, Maître Julie Bourgeois, qui consigne tout ce que nous disons fidèlement. Donc, merci à tous d'être présents. Merci de nous accompagner pour la séance. Donc, je déclare maintenant la séance ouverte. Euh, L'avis de convocation, tout le monde est présent, donc c'est bon. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que l'ordre du jour vous convenait? Oui. Procès verbal. Le procès verbal de numéro 1 du 6 février 2025, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que tout était conforme? C'est bon? Oui, parfait. Donc, il n'y avait pas vraiment de point d'actualité cette fois-ci. Donc, on entrerait dans le vif du sujet. Donc, le dossier en itinérance. Donc, on se rappelle que nous avons fait un plan d'action en 2023 en matière d'itinérance qui était en collaboration avec tous les organismes communautaires, avec le CIUS, les services de la ville, la direction générale, les élus aussi qui étaient là, M. Kibonge, moi, sur la table la table de travail. On travaille en concertation depuis ce moment-là pour améliorer l'enjeu de l'itinérance autant que autant que c'est possible. Donc, aujourd'hui, on va voir le bilan 2024 du bilan de l'itinérance. Donc, je céderai la parole à Mme Proux. Parfait, merci beaucoup, Madame Boileau. On va partager la présentation à l'écran. Donc, effectivement, ça nous fait plaisir de vous présenter le bilan 2024. C'est un plan d'action de 4 ans, donc on est déjà à mi-terme 2023-2026. On s'était à côté là, sur l'échéancier du plan gouvernemental en matière d'itinérance qui termine également en 2026. Donc, il a été adopté à l'automne 2023. On a travaillé toute l'année précédente, là, puis on voyait dans le fond depuis la pandémie tous les enjeux liés à l'itinérance qui étaient de plus en plus visibles à Sherbrooke, mais dans les autres grandes villes au Québec également. La mise en œuvre du plan d'action, ben, on vient de finir l'an 2. On trouve que ça a déjà porté ses fruits. Tout le volet de coordination nous permet vraiment d'avoir une perspective d'ensemble là, des actions qu'on mène par les services pour mieux coordonner le tout. Donc, ça se passe plutôt bien. On est satisfait du bilan qu'on vous présente aujourd'hui. Malgré ça, le contexte de l'itinérance bouge beaucoup, hein, des fois même plus vite qu'on peut s'ajuster. Donc, c'est sûr qu'on reste agile puis on reste à l'affût de ça, mais ça bouge quand même rapidement. On avait au sommet sur l'itinérance de l'UMQ qui avait eu lieu en 2023. On était une petite délégation là, de Sherbrooke qui avait participé. Plus récemment, il y avait aussi quelques collègues là, qui sont rendus aux États généraux sur l'itinérance qui ont eu lieu à l'automne 2024.
Ça a bien démontré que les villes, les partenaires ont fait face à plusieurs enjeux là, sur les questions liées à la complémentarité des rôles aussi. C'est des éléments qui demeurent à clarifier, à peaufiner entre tous les acteurs qui travaillent, qui gravitent autour de l'itinérance là, pour que ça se passe le plus efficacement possible. Alors, aujourd'hui, c'est une courte présentation. On va revenir en 4 temps sur le contexte, mais aussi sur le plan d'action municipal en matière d'itinérance. On se rappelle que c'est le premier plan qui adresse pleinement ce phénomène-là social. On va mettre en exergue quelques faits saillants du bilan 2024 et il y aura une période de questions et commentaires, évidemment. Parfait. Bien, pour le contexte, on voit là, sur le terrain quand même on constate que la situation s'accentue, mais il va y avoir en avril prochain un prochain exercice de dénombrement qui va suivre, puis on aura des données actualisées. Le dernier dénombrement a été fait en 2022, fait qu'on va suivre ça, mais on le voit quand même que la situation s'accentue. On parle d'une crise de vulnérabilité en ce moment, c'est complexe, il y a plusieurs facteurs qui sont mis à contribution. Au Québec, la loi sur les compétences municipales fait le lien avec différentes responsabilités liées à l'itinérance. Ça touche, on parle des actions communautaires, l'aménagement du territoire, l'habitation, la salubrité, la sécurité notamment. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a fait le plan d'action en itinérance pour mieux baliser quels sont les rôles municipaux et comment on peut être actif à cet égard-là. Mais on est tous d'accord que le leadership du dossier, c'est vraiment porté par par le réseau de la santé au niveau local, par nos collègues du CIUS de l'Estrie, évidemment, avec lesquels on collabore sur une base régulière. Notre plan, ben, on peut le rappeler, il se veut transversal, complémentaire, en respect justement des responsabilités partagées des acteurs sur le territoire sherbrookois. Vous allez le voir là, tout au long, il y a plusieurs actions qui sont menées en partenariat parce que c'est une responsabilité partagée. Donc, on travaille avec les partenaires autant de la santé, du milieu communautaire. On siège autant le service de police que nous au niveau de la table itinérance de Sherbrooke. Donc, il faut travailler de cette façon-là en complémentarité là, pour pouvoir avoir certaines acquis, j'allais dire, mais retombées. Tu sais, dans le fond, nous, on adresse pleinement ce projet-là, ce plan d'action-là pour améliorer la qualité de vie des citoyens, de tous les citoyens, qu'ils soient logés ou non. Alors, c'est effectivement ce qu'on souhaite cueillir comme résultat. Le plan d'action, vous le connaissez déjà. Il est en ligne d'ailleurs. On a une page exclusivement dédiée à l'itinérance qu'on a appelée Côtoyer l'itinérance. Ça dit déjà, ça en ligne un petit peu déjà le sujet. Donc, je ne vous représenterai pas le plan d'action avec ces 5 principes, ces 5 objectifs, mais quand même, pour le bien de la présentation, je voudrais rappeler qu'il y a 4 axes dans ce plan d'action-là. Il y en a un qui adresse vraiment la coordination. Donc, on veut positionner, effectivement, comme Caroline le disait, la ville de Sherbrooke dans qu'est-ce que la ville peut et doit faire au regard de ce phénomène-là et dans quelle posture aussi municipale on peut le faire avec nos collaborateurs. Il y a l'Axe aussi qui adresse vraiment nos projets, nos initiatives. C'est là où on tente des projets pilotes, on tente d'améliorer les choses. On appelle ça l'Axe action et intervention. On a notre 3e axe qui adresse davantage les communications, donc formation, communication, veille. C'est là où on travaille avec nos partenaires du service des communications, mais aussi nos collègues maintenant du service des ressources humaines, parce qu'on rappelle que ce qui était sorti de façon la plus forte lors des consultations ayant mené à ce plan d'action-là, c'était pour les services le besoin de formation de leurs équipes. Donc, comment sensibiliser mon équipe, comment former mes employés, qu'est-ce qu'on fait au regard ou face à ce phénomène-là. Donc, pleinement, cette année, on va aborder cet axe-là. Et le dernier axe, en fait, c'est l'axe qui était le plus avancé, dans lequel on était le plus en action déjà. Donc, c'est l'axe partenarial avec nos partenaires à la fois de la santé, mais aussi communautaires sur le terrain.
Donc, je peux aussi vous dire, comme dernier élément pour cette diapo-là, que le plan d'action comporte, présente 28 actions. En 2024, l'état d'avancement de ces actions-là, c'est qu'il y a déjà 2 de ces 28 actions-là qui sont terminées. Il y en a 25 qui sont présentement en cours de réalisation. Il n'y en a qu'une seule qui est non débutée, mais pour laquelle on aura, évidemment, là, on pourra certainement débuter cette année. Et il n'y a aucune action qui est en retard sur l'échéancier initial. Les faits saillants. Ah, on a quelques faits saillants qu'on fait sortir là, dans la présentation. Évidemment, si vous avez des questions sur d'autres actions, on y répondra là, par la suite sans problème. Parmi les réalisations, on trouvait que c'était vraiment important de mettre de l'avant l'assiduité des travaux du comité interservice. Dans le fond, le comité interservice s'est rencontré 4 fois. Ça nous permet de coordonner les actions, de suivre les avancées, de se réajuster aussi selon, je disais, ça bouge vite des fois. Alors, c'est important de faire ces suivis-là. Le comité est piloté par la direction générale de la ville. C'est soutenu par Patricia et moi au niveau du service des sports, du loisir. Mon Dieu, je mélange notre service et notre division. Le SSCVC, la division loisirs et vie communautaire. Et puis, peut-être pour rappeler là, qui est autour de la table du comité interservice, ça donne un peu aussi l'ampleur de le vaste étendue des éléments qu'on touche. Là. Donc, c'est composé évidemment de la direction générale adjointe, du service de police, service de protection contre les incendies, le service des affaires juridiques est avec nous, la cour municipale aussi, le service de planification de la gestion du territoire, le service de l'entretien des infrastructures et le service des communications, le service du développement économique et notre service, le SSCVC. Donc, c'est vraiment plusieurs joueurs et tous ces acteurs-là ont des actions au plan d'action. Donc, ça démontre aussi la variété d'actions qu'on retrouve là, au sein de notre plan. Puis, parmi les comités interservices, quand même, je voudrais aussi mentionner tous les suivis que notre directeur général adjoint fait des représentations auprès des gouvernements, notamment pour le rôle des municipalités, mais aussi de voir le soutien possible pour tous les travaux qu'on doit mener, qui sont essentiellement sans financement pour l'instant. Comme autre point saillant, on voit renouvellement de la Convention du partage Saint-François, mais en fait, ça recoupe l'axe 4 là, dont je vous parlais tantôt. Donc, on est déjà en soutien de plusieurs organismes qui œuvrent en première ligne, dont aussi le Centre de jour Macabane. On a aussi une entente de service avec Iris Estrie. Alors, on renouvelle ces ententes-là, ces conventions-là, parfois sur 2 ans, parfois sur 1 an, ça dépend. Dans ce cas-ci, le renouvellement de la convention avec le partage Saint-François, c'était sur 2 ans pour faire en sorte qu'on puisse recouper nos conventions avec les dates du plan d'action. Donc, pour nous amener en 2026, puis pour voir en fait à bien coordonner nos travaux. Pour la troisième puce, je laisserai nos collègues du service du SPS à prendre la parole. Voilà. Merci beaucoup. Bien, écoutez, bien content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je suis accompagné de mon directeur, M. Marchand, et de mon capitaine expert dans le dossier de l'enjeu de l'itinérance, M. Sébastien Ouimet. Écoutez, nous, le service de police, au niveau de ce troisième fait saillant-là, là, on avait quand même des responsabilités et des objectifs à atteindre par l'entremise du plan d'action municipal. Puis, une des réalités qui frappe notre organisation, c'est que l'enjeu de l'itinérance nous touche directement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on s'est dit, il faut participer très activement à travailler cet enjeu-là. Naturellement, Mme Proulx l'a très, très bien dit tantôt, c'est une responsabilité partagée. L'itinérance, ça n'appartient pas strictement au service de police. C'est avec les partenaires villes et les intervenants du milieu qu'on y arrive. D'ailleurs, par l'entremise du comité interservice qu'on participe, cette table-là est très, 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 très profitable, novatrice et on y adhère à 100%. Donc, dans le plan d'action, une des réalités qu'on avait au service de police, c'est qu'on avait un policier communautaire attitré à l'itinérance à l'année. Puis on avait naturellement, depuis quelques années, l'équipe d'intervention mobile psychosociale, l'équipe mobile d'intervention psychosociale LIMIP, qui était plus en lien avec la santé mentale. Puis le policier communautaire, ben oui, il était attitré à l'itinérance, faisait du bon boulot, mais il commençait à manquer de temps un petit peu. Donc, en février de l'année passée, en février 2024, on a décidé de mettre sur pied un projet pilote.
puis de rapatrier 5 agents et agentes, policiers, policières, pour en faire une équipe dédiée à l'enjeu de l'itinérance, avec des rôles et responsabilités bien clairs et beaucoup plus spécifiques que la santé mentale. D'ailleurs, des rôles plus spécifiques. On l'a déjà avec l'équipe mobile d'intervention psychosociale, mais travailler avec des intervenants du milieu, mais plus spécialisés en itinérance. Adopter un axe plus de rapprochement, de résolution de problèmes. Aller voir les gens en situation d'itinérance dans le milieu, sur le terrain, avec des outils adaptés. Par exemple, on les a fournis des vélos, à pied, sortir des véhicules, aller les rencontrer. Puis il y avait un axe extrêmement intéressant aussi. Il y avait un axe éducation de la population aussi sur les enjeux de l'itinérance. Donc, ces policiers-policières-là, ultimement, débarquaient dans nos rues, oui, pour des gens en situation d'itinérance, mais aussi aller voir les commerçants, les citoyens, expliquer, essayer de trouver des solutions pour faire cohabiter tous ces gens-là ensemble. Donc, ça s'est poursuivi durant toute l'année. Ça a atteint plus son paroxysme durant l'été, les policiers policières dans les pistes cyclables, dans les parcs. Donc, ça a été un très, très grand succès à notre niveau. Autant le travail avec les partenaires à ville que les intervenants, mais aussi pour les gens en situation d'itinérance qui ont développé une très grande proximité de nos agents et nos agents sur le terrain. On en est très fiers. Commerçants et les citoyens aussi. On avait outillé aussi ces policiers-là. Vous savez, les policiers, on représente un petit peu l'autorité, pas un petit peu, même beaucoup. On représente l'autorité, mais pour avoir une approche encore plus conviviale et plus facile avec les gens dans la rue, on avait doté nos policiers policières de brassards jaunes. Même l'été, on avait modifié un petit peu nos polos de policiers et policières qui vont dans les pistes cyclables à vélo. Donc, pour le vulgariser un petit peu, ben, quand les personnes en situation d'itinérance voyaient nos policiers policières avec le gilet jaune, ben, c'était les amis. Donc, ça a été très, très novateur, très, très, très profitable. On en est arrivé à ça à l'automne de l'année dernière. On a soumis un projet par l'entremise de la direction au conseil de ville, un projet pour faire naître l'équipe de cohabitation sociale itinérance EXI. Donc, c'est 4 ressources à temps plein qui ont été autorisées il y a quelques semaines, en début 2025, par le conseil municipal pour rendre périn ou permanent cette unité-là qui s'appelle dorénavant l'EXI, c'est l'équipe de cohabitation sociale itinérance. Vous voyez le terme de cohabitation sociale puis c'est important pour nous d'avoir ça parce que cet enjeu-là passe nécessairement par la cohabitation sociale. Puis là, on est à finaliser les sélections des policiers policières qui vont en faire partie. Puis, ça se continuait déjà. Le pilote n'a jamais arrêté. Il va y avoir une transition entre les policiers policières du pilote et nos nouveaux policiers policières permanentes à l'unité. Puis, ça va se poursuivre sous le même modèle qu'on a eu durant le pilote avec les citoyens, citoyennes, les gens en situation d'itinérance, les partenaires à ville, puis les intervenants du milieu. Fait que c'est un peu ça au niveau du service de police. Prochain fait saillant, on voulait vous revenir en fait sur le déploiement du projet pilote en médiation urbaine. C'est un projet qui s'est déployé, c'était un projet pilote des 2 premières années, 2023 et 2024, qui a été déployé avec notre partenaire Equijustice. Dans le fond, on a eu des bilans aussi, évidemment, de ce projet-là. C'est un projet qu'on souhaite poursuivre et dans la prochaine année, notamment 2025, on veut aussi intégrer le volet du projet Sentinelle qui a été lancé il y a quelques semaines en collaboration avec nos partenaires du service de développement économique. Puis toute la démarche de la DESI, le développement économique socio-inclusif au centre-ville. Donc, on fait des liens aussi entre nos services pour le déploiement de projets. Puis le projet de médiation urbaine, dans le fond, a fait aussi, c'est un autre intervenant de terrain, là, ça a aussi fait ses preuves. Puis quand on met des projets pilotes comme ça, bien, on s'assure d'avoir tous les intervenants qui peuvent être en complémentarité. Donc, ça a été déployé autant en collaboration avec la Coalition cherbourgoise pour le travail de rue que nos partenaires au service de police pour s'assurer de la complémentarité des rôles des intervenants, dans le fond, qui sont de première ligne, là. Et puis, on est très satisfait, d'où le sommaire décisionnel qui suivra dans les prochaines semaines là, sur ce projet spécifique-là de médiation urbaine. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'on ne pourrait pas parler du projet pilote de Halte Chaleur. Donc, il y a 2 ans,
quand on écrivait le plan d'action, on ne savait pas exactement comment était pour se déployer ce projet pilote-là d'halte chaleur. Et on a fait des essais. Vous vous souvenez très certainement du premier hiver sur la rue Alexandre. Ensuite de ça, le second au sein même du partage Saint-François, mais disons la porte sur Wellington Sud. Cette année, la halte chaleur, les soirs, les nuits, avait lieu au partage Saint-François, vraiment dans un autre secteur que l'hébergement d'urgence. Mais à ça, nous, la Ville, via un financement du ministère de la Sécurité publique, on est venu bonifier en ouvrant une halte chaleur à la Chaudronnée de l'Estrie le jour, la fin de semaine. Donc, on a eu un gros hiver aussi cet hiver, donc beaucoup de neige, mais aussi beaucoup de grands froids. Donc, les grands froids ne choisissent pas si c'est les mardis ou des dimanches. Alors, on est allé venir bonifier ce service-là avec la Chaudronnée. C'est très grand succès encore cette année. Et peut-être là, quelque chose de plus contemporain. Là. Le partage Saint-François nous a partagé le souhait, en fait, puis même le projet d'avoir une halte climatique maintenant à l'année. Alors, ça serait plus seulement que sur 4 mois, donc du mois de novembre au mois de mars, mais bien du mois de décembre au mois de mars, mais bien à l'année. Donc, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire à tous les soirs et nuits de la semaine, les 7 jours, il y aura donc une halte climatique pour les personnes pour se protéger à la fois du froid, des intempéries, mais aussi de la rue en tant que telle, donc de tout ce qui peut se passer ou pas dans la rue. Donc, puis dernier point, on ne pourrait pas ne pas parler des communications. C'est un dossier qui commande beaucoup d'articulation avec nos collègues du service des communications qui sont très présents, qui sont toujours ouverts à nos projets, à nos initiatives. Alors, tout au long de l'année, évidemment, on vient bonifier cette page web-là qui est côtoyer l'itinérance. Je l'ai dit tantôt, je le redis, je vous invite à aller à nouveau la visiter, cette page-là. Elle sera bientôt bonifiée d'un super de beau projet qu'on a mené avec 5 grandes autres villes. En fait, on a développé deux capsules vidéo d'environ 1 minute qui visent à démystifier l'itinérance d'une part et à aussi expliquer comment on peut lutter collectivement contre ce phénomène-là. Et donc, ces vidéos-là seront lancées bientôt dans une coordination intermunicipale. Donc, je n'ai pas de date à vous donner malheureusement, mais bientôt, ça sera donc en ligne dans notre onglet « Côtoyer l'itinérance ». Ça fait le tour de la présentation pour les faits saillants. Peut-être en dernier point, on aimerait souligner quand même qu'on peut avancer aussi rondement à cause de l'excellente collaboration qu'on a tant de l'ensemble des services municipaux à l'interne, mais avec nos collaborateurs aussi du milieu communautaire, les organismes, la table itinérance, nos partenaires du réseau de la santé aussi. Donc, ça fait toute la différence pour que ça puisse avancer à ce rythme. Merci beaucoup de la présentation. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je vous remercie beaucoup de la présentation. Je passerai peut-être la parole à mes collègues. Est-ce que vous avez des questions, Madame Robichaud? Oui, ben, quelques commentaires, questions. Ben merci, c'est super intéressant. Puis on voit comment que c'est positif, tu sais, comme bilan. Dans le fond, je me demandais, vous en avez parlé là, à quelques reprises, vous avez soulevé le point du rôle de chacun des instances, si on veut. Puis là, ça fait 2 ans, le plan d'action. Est-ce que vous sentez que la Ville prend plus qu'est-ce qui lui concerne précisément ou si la Ville en prend encore plus? Parce que, tu sais, au début, on se dit, ben, on va le faire parce que les acteurs ne sont pas tous là. Mais est-ce que là, ça va mieux ou si on a encore un écart? Parce que vous l'avez quand même fait allusion 2 fois, puis 1 fois avec la SPS. Fait qu'il y avait ça. La médiation urbaine, ben justement, tu sais, je l'avais comme point. Vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que ça aussi, parce que il y a 2 ans, tu sais, on sentait beaucoup d'insécurité envers la population du vivre avec. Puis là, tu sais, vous n'en avez pas tant parlé. Fait qu'est-ce qu'on présume que c'est parce que ça va vraiment mieux, même s'il y en a toujours, on s'entend. Je suis contente pour les haltes chaleur parce que dans le fond, tu sais, avec Laura Alexandre, c'était comme un nouveau plateau, des nouvelles personnes. En tout cas, alors que là, avec des organismes
qui sont déjà en place où les gens sont déjà habitués d'aller avec d'autres services. J'étais contente de voir qu'il y aura ça et que ça sera à l'année. Ça, c'est bien. Et puis, c'est ça. C'est mes 3 petits. Merci. Bien, on peut, tu sais, pour les rôles, on se souvient quand il y a eu le sommet municipal en itinérance en septembre 2023, au sortir de ce sommet-là, l'engagement principal, c'était de clarifier les rôles et responsabilités des municipalités. Il y a eu des travaux faits par le ministère de la Santé, notamment, qui ont consulté l'UMQ pour valider. Ça reste à peaufiner. C'est un enjeu au niveau des grandes villes, hein. Les grandes lignes, je pense que sont assez bien définies, mais c'est quand on arrive sur le terrain, dans les détails, dans des projets spécifiques. Donc, c'est quelque chose qui est en évolution constante. Puis comme le phénomène bouge aussi, ben faut se réajuster. Donc, ça demande beaucoup de... Tout le monde doit sortir un peu de son cadre, je disais, pour rejoindre son partenaire, puis s'étirer un petit peu pour que ça aille bien, puis qu'il n'y ait pas de trop de services, puis que ça se place rondement. Mais c'est un enjeu qui demeure, là, les rôles et responsabilités à clarifier. Puis c'est ça, autant pour toutes les grandes villes avec nos partenaires. Pour le médiateur urbain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est une personne, il faut. Puis je pense que c'est l'ensemble des actions. Tout ce que nos collègues du service de police ont fait au centre-ville, il était très présent, ça a été noté, ça a été apprécié des commerçants. Donc, c'est sûr que on ne peut pas juste isoler un projet. Je pense qu'il faut le voir dans son ensemble. Fait que oui, ça améliore, mais en même temps, c'est ça. Le phénomène s'accentue aussi. Fait que des enjeux de cohabitation, il va falloir travailler sur ça sur les prochaines années, là. C'est du moyen terme. En fait, je ne parlais pas juste des commerçants quand M. Wren a parlé, mais aussi la population. Tu sais, quand on entendait beaucoup sur Bowen, les résidents étaient craintifs parfois, tu sais, de sortir de chez eux ou des choses comme ça. Fait que c'était autant, je parlais autant de la population résidentielle, mettons, plus que commerciale, là. Ben, c'est pas un nouveau phénomène, mais pour la population, c'est quand même une nouvelle réalité auquel il faut s'adapter. Puis, on a mentionné la cohabitation. C'est un enjeu qu'il faut travailler aussi. C'est pas pour rien que notre page s'appelle Côtoyer l'itinérance, hein. C'est une nouvelle réalité à laquelle s'adapter. Fait que ça aussi, ça va être du moyen terme. Puis, en 2025, comme Patricia a mentionné, on va travailler plus l'axe sensibilisation, formation. Nos capsules vont être sur la page web. Fait que, tu sais, c'est aussi de mieux comprendre le phénomène pour pas nécessairement avoir peur, mais tu sais, ça peut... c'est ça. Fait qu'on va travailler ce volet-là. Puis pour la halte... Oui, OK, c'est ça. C'était plus un commentaire. Ouais. Merci beaucoup. Ça répondait? Merci. Madame Garfat et ensuite Madame Berthold. OK. Je suis juste curieux de savoir, est-ce que tu vois une amélioration dans la situation? Comme j'imagine que ça diminue pas comme il y a autant de monde maintenant qu'il y avait comme en 2023. C'est difficile à dire. Si on voit entre les deux dénombrements qui ont eu lieu en 2018-2022, il y avait eu en Estrie, on notait une augmentation de 51 Fait que, tu sais, on voit quand même une tangente. On pense que c'est encore le cas que ça augmente. Le dénombrement 2025 va nous le confirmer ou va nous donner un point de repère par rapport à ça. On a la chance à Sherbrooke quand même d'avoir plusieurs organismes qui offrent d'excellents services. Eux aussi, par exemple, avec l'augmentation, tu sais, il y aurait besoin des fois d'augmenter puis d'avoir plus de soutien pour le faire. Mais pour le volet plus terrain, peut-être que je passerai la parole au service de police parce que c'est nos collaborateurs de premier plan qui le voient peut-être plus que nous là, pour l'augmentation du phénomène. Ben, une augmentation, je trouve peut-être un gros mot. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, le dénombrement va se faire en avril, je crois. Donc là, au niveau de Sherbrooke, on n'a pas de statistiques plutôt claires. L'affaire, je peux dire, au niveau du service de police puis des partenaires, c'est que étant beaucoup mieux encadré, ça va beaucoup mieux le gérer. Vous comprenez? Fait que augmentation, je prends mesure de me positionner. Par contre, dans nos modèles opératoires avec les partenaires, les intervenants sociaux qui viennent avec nous sur le terrain, les interventions qu'on fait, je pense que
s'il y a une augmentation, je ne peux pas le confirmer, mais je peux quand même confirmer que je pense que c'est mieux contrôlé avec tout le travail qui se fait, qui a été mentionné, hein, avec les partenaires. Donc, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Vous savez, au niveau provincial, même national et peut-être même mondial, la recette miracle de l'enjeu de l'itinérance, je ne suis pas sûr que quelqu'un l'a trouvé. Puis je parle d'un enjeu, hein, je ne parle jamais d'un problème, c'est un enjeu. Hein, c'est de la cohabitation. Puis on y travaille fort avec les partenaires, puis je pense qu'on a une bonne recette qui va bien pour faire face s'il y a eu une augmentation, puis s'il y en a une à venir. J'ai demandé parce que, comme à Lennoxville, l'année passée, on a vu plus. On n'a jamais vu les itinérants à Lennoxville avant. Mais il y a plus de campements et comme au centre-ville aussi, c'est pour ça que j'ai demandé. Et aussi, comme est-ce qu'il y a assez de fonds qui viennent de provincial? Parce que service de santé, c'est provincial, donc. Mais avant, je peux peut-être de temps vous réfléchir. L'affaire que je peux vous confirmer, par exemple, il y a entre augmentation et étalement, c'est deux choses différentes. Ce que vous constatez, un étalement, ça oui, ça je peux vous le confirmer, on le constate. Est-ce qu'un étalement veut nécessairement dire une augmentation? C'est ça que je ne suis peut-être pas capable de vous confirmer. Mais effectivement, là, c'est étalement. Ça répondait? Bon, justement, pour faire une suite, c'est ça, c'est l'étalement. Parce que le dénombrement, tant qu'on n'aura pas de résultat, on ne peut pas le dire, mais on en voit de plus en plus et à des endroits où on ne penserait pas où il pourrait y en avoir. Dans une situation comme celle-là, le service de police vous demandez de faire quoi? Que l'on vous interpelle afin d'aller voir ces gens-là sur place parce que s'ils ne sont pas où on est habitué de les voir ordinairement, mettons qu'on prend la périphérie du centre-ville. Ordinairement, c'est pas mal là, mais quand on envoie à l'extérieur, on vous appelle puis on le signale ou qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Vous savez, c'est un phénomène très complexe. Ouais. Et, oui, on vous demande de communiquer avec nous. Vous avez un blog maintenant, vous pouvez communiquer directement avec nous pour cette problématique-là. Et on envoie nos forces sur le terrain. On va les rencontrer. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il faut. On s'assure qu'ils ont les autorisations légales également pour être sur les lieux. Et on leur donne les ressources appropriées avec notre équipe qui est en itinérance maintenant, qui peut les emmener vers les ressources. Fait que c'est ça qui est important parce que des fois, ces gens-là sont isolés et ils sont laissés seuls à eux-mêmes. Et nous, il faut aller vraiment vérifier, savoir dans quel état ils sont, s'ils ont besoin d'aide. Et on essaie de faire un certain recensement. Ça veut dire qu'on doit aller les voir occasionnellement pour s'assurer. Vous savez, l'an passé, je pense que vous avez tout mis au courant. Grâce à notre équipe en place, il y a une vie qui a été sauvée parce qu'il y avait un appareil de chauffage alternatif que finalement, si nos policiers ne seraient pas allés avec les intervenants qui sont avec eux, cette personne-là aujourd'hui serait décédée. On a réussi à la sauver, puis les emmener vers les milieux de ressources appropriées pour elle. Fait que c'est ça que ça sert, notre nouvelle équipe en place, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Quand vous avez des appels comme ça, vous nous les transmettez. On n'ira peut-être pas dans les minutes suivantes parce que vous savez, on a plusieurs appels par rapport à l'itinérance, mais notre équipe va faire le tour. Et si c'est des situations d'urgence, mais nos patrouilleurs vont y aller également. C'est pas juste notre équipe qui ne pensait pas que c'est juste ces 4 policiers qu'on a mis en place qui vont tout faire ça. Quand il y a des appels d'urgence, vous faites le 911, puis on va se diriger. Par contre, pour des camps d'itinérance, c'est plus nos équipes spécialisées qui vont aller les rencontrer et les voir. Exact. En tout cas, bravo pour ça, parce que je pense que c'est la création d'une belle équipe. Puis, veut pas, on aura le constat en avril ou un petit peu plus tard, mais je suis persuadée qu'il y a une augmentation et que c'est pas seulement des gens de Sherbrooke, là. C'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'établir à Sherbrooke, puis pour une raison X, Y, Z, se ramasser, être plus près de la famille ou des trucs comme ça, parce que c'est quand même des gens qui avaient des vies avant, même s'ils en ont une, mais qui est particulière maintenant. Alors, bravo de ce côté-là. Bravo pour ce bilan. Moi, c'est la première fois que je peux constater avec vous du bilan. Je trouve ça intéressant. Vous avez bien dit 2 actions terminées en 2024, 24 en action, c'est tout ça, et 2 qui sont non débutées. Je pense, ou en tout cas,
Il n'y en a qu'une seule de pas De débuter. pas débuter, bon, c'est encore mieux. Alors, bravo. Je pense que vous faites du bon travail. Je pense qu'on s'occupe de notre monde pas mal, puis il faut continuer à aller dans ce sens-là. J'étais très contente de voir que Sentinelle avait finalement vu le jour, parce que ça date d'il y a longtemps qu'on en parlait déjà à la création, si vous me permettez, Madame la Présidente du CAFSU, quand on l'avait fait à la fin du dernier mandat. Fait que l'idée a germé pour tout le monde, autant pour la Commission du développement économique que pour cette commission-ci. Alors, bravo, je pense que c'est déjà un bon point pour le sentiment de sécurité au centre-ville. Et ben, il faut continuer notre travail. Je pense qu'on est là pour les bonnes raisons. Puis, il faut surtout se tenir les coudes puis avancer dans ce qu'on a à faire. Puis, tant mieux pour l'alt climat. J'aime ça, à l'alt climat de 12 mois par année, 7 jours sur 7. Merci. J'aimerais peut-être juste rajouter que si on voit une personne en situation d'itinérance et qu'on appelle la police, ça ne veut pas dire que la personne va être déplacée. Puis, mais tu sais, je veux juste que ça soit clair. La police va se rendre, va s'assurer que la personne est correcte, qu'elle a tout ce qu'elle a besoin. Puis si elle commet pas d'infraction, si tout est correct, la personne ne sera pas déplacée, là. Je voulais juste vérifier si je me trompe, vous me le direz, mais juste. Est-ce que dans la salle, il y avait des gens qui avaient des questions par rapport à ce qu'on vient de voir avant que je pose les miennes? Non? D'accord. Le partage Saint-François, la halte chaleur, je me demandais, parce que la première édition, c'était un local, les gens pouvaient rentrer même s'ils étaient en état de consommation ou peu importe leur état. L'objectif de la halte chaleur, c'était que la personne qui ne veut pas rester toute la nuit dans un endroit fermé, cloîtré, puisse être libre de rentrer, de sortir, peu importe son état, et en autant qu'il soit respectueux. Je me demandais si au niveau du partage Saint-François, parce que dans le fond, la ressource qui héberge la nuit, c'est le partage Saint-François. Fait que là, je me demandais, étant donné que maintenant ils sont responsables aussi de la halte chaleur, est-ce qu'ils ont un peu transposé leurs critères ou leur encadrement à la halte chaleur, étant donné qu'ils s'occupent déjà de cette clientèle-là, ou est-ce que c'est autant, je vais dire le mot libre, que la première édition? Le partage Saint-François a vraiment gardé les standards de halte chaleur, donc à bas seuil, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes peuvent s'y présenter sans avoir à passer par le dégrisement, puis n'ont pas non plus à prendre de douche et peuvent donc se déposer pour se réchauffer, mais aussi, c'est ça, pour se sortir momentanément de la rue. Voilà. Une question pour vous, messieurs. Tantôt, vous avez expliqué un peu la différence d'uniforme pour les gens qui interviennent au communautaire auprès des personnes en situation d'itinérance. Outre la différence d'uniforme, ça veut dire, mettons qu'on parle à monsieur, madame, tout le monde, ça implique quoi d'avoir cet uniforme-là versus l'uniforme standard du policier? C'est quoi la différence au niveau de l'intervention? Ben, en principe, au niveau de l'intervention, selon la situation, il ne devrait pas vraiment y avoir de différence. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, comme j'ai déjà expliqué par le passé, nos patrouilleurs, c'est un peu comme un hôpital, un service de police. Les patrouilleurs que vous voyez qui répondent aux appels, c'est comme un petit peu l'urgence. Tout passe par là. Puis après ça, si tu as une problématique quelconque, tu t'en vas au spécialiste, le cardiologue, le neurologue. C'est un peu l'approche qu'on a adoptée. On a nos policiers généralistes qui sont les urgentologues, donc naturellement peut-être un petit peu moins formés que nos policiers spécialistes en itinérance, hein, qui pourraient être apparentés aux spécialistes dans les hôpitaux, cardiologues. Hein. Fait que nos policiers généralistes arrivent, interviennent en fonction de la situation. C'est contextuel. Y a-t-il une infraction? Vous l'avez nommé tantôt. Est-ce que la personne, peut-être que la personne va rester là? A-t-elle fait une infraction sur un terrain public, privé? Il y a plein de choses. Là. Je vous épargne tout ça. Puis après ça, ben là, s'il y a besoin, souvent, ce qui va arriver, c'est que nos policiers généralistes arrivent, puis ils vont faire appel à nos policiers de l'équipe de cohabitation sociale et itinérance. Ben, pouvez-vous venir ces lieux? On a une personne en situation d'itinérance, peut-être vous le connaissez. Puis là, nos policiers en itinérance arrivent et prennent la relève. Donc, c'est pas tellement, c'est peut-être une différence d'intervention au niveau de la formation, de la proximité de nos policiers spécialistes versus nos policiers plus généralistes. Puis la différence d'uniforme, c'est pour créer
un sentiment, là, c'est un sentiment de proximité avec les gens pour que les gens en situation d'itinérance reconnaissent nos policiers, policières. De toute façon, ils se connaissent, la plupart, ils les connaissent quasiment tous, là, mais ceux qui ne les connaissent pas, ben, le mot se passe dans le milieu. Ben, ceux qui ont le brassard jaune, ben, c'est les policiers, les spécialistes. Il va y avoir, tu sais, en toute honnêteté, il va y avoir plus de facilité aussi pour les gens en situation d'itinérance de peut-être aller voir ces policiers-là s'il y a quelque chose. Tu sais. Tu sais. Fait que c'est un petit peu pour ça. C'est ça la différence. Merci beaucoup. Si vous me permettez, ils peuvent prendre le temps de plus intervenir en profondeur également. Ce pas des policiers qui sont affectés aux appels d'urgence. Donc, c'est vraiment des policiers qui peuvent prendre le temps d'accompagner, de les amener vers les ressources appropriées. Ils sont avec les intervenants qui travaillent avec eux. Donc, ils peuvent prendre plus le temps. Vous savez, exemple, il y avait un endroit qui avait tout le temps un itinérant qui était là chaque jour et qui causait du tumulte, qui faisait des méfaits et il faisait des grosses problématiques. Cette équipe-là spécialisée sont allés vers cet itinérant-là parce qu'on avait souvent des appels pour nos patrouilleurs. On a pris cette personne-là, l'ont emmené vers les ressources appropriées, a accepté de se faire aider et ont pu le sortir de la rue de cette façon-là. Et ça a fait en sorte qu'on a eu moins d'appels par la suite concernant cette personne-là. Donc, c'est ça leur rôle, c'est de prendre le temps de bien faire les choses et d'emmener les gens vers les ressources appropriées. Ils ont plus le temps de le faire. Forme d'éducation supplémentaire, c'est moins répression, mais peut-être plus en éducation. Mais vous savez, tous nos policiers ne sont pas en répression. Hein, dans le fond, je veux dire, 60 de nos appels sont en aide pour toute la patrouille au complet. Fait que, on n'est pas là pour faire de la répression. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais je veux dire, c'est une ressource d'aide a priori, la police. Parfait. Il y a un étalement certain. Puis, j'ai eu vent aussi que certains sont allés dans les bureaux d'arrondissement. Je sais que vous donnez de la formation aux employés. Je me demandais si vous alliez voir aussi les gens en arrondissement pour les former quand ils doivent accueillir des gens qui ont des besoins ou est-ce que ces gens-là vont être formés ou est-ce que c'est déjà fait? Ou... C'est pas déjà fait, mais on le prend bien en note parce que c'était pas, ben, certains secteurs, tu sais, des bureaux d'arrondissement, par exemple, dans l'arrondissement des Nations, tout ça, mais pour l'ensemble, on ne l'avait pas nécessairement là, sous la loupe, fait qu'on le prend en note. Merci. OK. Ensuite, je me demandais, on n'a pas parlé des campements. Je me demandais parce que je sais qu'on faisait une espèce de tournée. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de où est-ce qu'on est rendu au niveau des campements? Est-ce que c'est bien parce qu'on avait une application de communication entre nous puis tout ça. Fait que je me demandais comment ça se passait maintenant. Bien sûr. Il y a eu un changement au niveau de l'application de la ville. Il y a une demande qui est faite avec nos collègues des technologies de l'information pour améliorer la structure. Mais côté terrain, ça se poursuit toujours. Évidemment, c'est évalué, savoir est-ce que c'est pertinent de sortir 2 fois par semaine. Mais minimalement, il y a toujours une tournée qui est faite par semaine pour s'assurer que au niveau salubrité, que ça soit convenable. On est accompagné aussi avec nos collègues, différents intervenants là, du milieu de la santé, pour référencer aussi ces gens-là vers les soins qu'ils ont besoin. Donc, ça se poursuit toujours, ça se maintient. La différence, je vous dirais, entre 2023 et 2024, c'est au niveau des installations. On est aussi de notre côté à évaluer puis faire des essais des erreurs, honnêtement. On avait permis certaines structures en 2023, puis au niveau sécurité, incendie notamment, on s'est rendu compte que des gens s'installaient quasi de façon permanente. Ce qu'on a installé dès le début 2024, il faut que ce soit vraiment temporaire, qu'ils puissent rapidement, que ce soit une montée des eaux ou des intempéries, qu'ils puissent récupérer leurs effets et quitter. Puis ça a été maintenu tout au long de l'année, puis ça a facilité beaucoup nos interventions, qui a évité des personnes à s'installer là, avec des structures qui étaient plus complexes un peu, donc plus difficiles à démanteler par la suite. Ça a été le grand changement 2024 au niveau campement. Et vous faites aussi la tournée, je sais que c'est pas des terrains municipaux, là, mais le long du chemin de fer, parce que c'est quand même caché, c'est dans le bois, mais il y en a vraiment beaucoup. Là. On reçoit énormément de commentaires de citoyens par rapport au chemin de fer. Ben, je parlais de Palma, c'est tout à fait exact. Et
ce qu'on fait comme tournée, il y a des endroits qui sont connus, mais on est aussi à la recherche d'endroits qui peuvent être susceptibles, où est-ce que les gens peuvent s'installer. Donc, il y a parallèlement aux tournées là, d'endroits qui sont connus, qui sont usuellement utilisés par des gens en situation d'itinérance. Il y a aussi des signalements là, avec les requêtes qui sont faites au niveau de la ville, où est-ce qu'on apprend on connaît de nouveaux endroits qu'on va aller visiter, qui vont faire partie par la suite de nos tournées, qu'on va intégrer. Mais il y a aussi la recherche de certains endroits, là, notamment, comme vous dites, sur le long des chemins de fer, là, qui sont des endroits propices là, parfois à ça. Pour la halte chaleur et pour l'hiver, comment ça s'est passé auprès de nos personnes en situation d'itinérance? Ça s'est bien passé? Je sais qu'on a parlé de sauver une vie déjà, là, mais est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des incidents ou l'hiver, c'est... Est-ce que... En fait, à chaque année, on se rencontre habituellement 3 fois. Donc, on est en planification, on se réunit. Habituellement, c'est notre partenaire de la santé qui nous réunit autour de la coordination de services. Ensuite de ça, juste avant les fêtes, on se réunit à nouveau pour savoir est-ce que tout va bien, est-ce qu'il manque des ressources, est-ce qu'on doit revoir certaines heures, est-ce qu'on doit revoir certaines modalités. Et la troisième rencontre, habituellement, c'est le bilan, puis on n'a pas encore tenu cette rencontre-là. Donc, c'est des éléments qu'on pourrait peut-être vous fournir là, en suivi au printemps. Peut-être juste un élément, tu sais, on a eu quand même quelques épisodes de très grand froid. Puis je tiens à souligner que autant ma cabane, par exemple, qui ferme plus en fin d'après-midi, a allongé ses heures d'ouverture, puis la halte chaleur du partage Saint-François ouvrait plus tôt aussi. Donc, il modulait les horaires là, pour. Il y avait une souplesse à cet effet-là, ce qui a vraiment été apprécié et facilité les suivis dans le contexte, là, notamment quand c'est des froids plus extrêmes. Là. Mais oui, on pourra vous faire suivre le bilan. Mais en fait, je voudrais peut-être aussi revenir sur la page web dont vous avez fait mention. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations pour le public. Là, si vous vous demandez vers qui envoyer des gens s'ils ont besoin de dépannage alimentaire, bon, la halte de chaleur, on en a parlé. Hygiène, le centre de jour, des soutiens, références, l'info sociale. Aussi, là, au niveau de la médiation, là, le site la page est vraiment très, très bien faite. Ça répond beaucoup, beaucoup à beaucoup de questions. Donc, je vous suggère fortement d'aller la visiter. Je suis dessus justement en ce moment. Donc, bravo pour cette page-là qui est très, très claire. Bravo aussi pour le bilan. C'est un dossier qui, je pense, qui nous tient à cœur depuis le début du mandat. Là. L'enjeu nous a frappé de plein fouet, on pourrait dire ça comme ça. Puis je sais que d'autres villes sont venues nous voir pour voir un peu comment nous, on travaillait de concertation avec le CIUS, avec nos organismes. Puis on est un modèle à ce niveau-là. Donc, bravo à vous tous là, de travailler aussi bien ensemble pour le bien-être commun. C'est quelque chose c'est une valeur qui est très, très importante à Sherbrooke. Puis vous l'incarnez bien. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, tout est beau. Ben, c'est ce qui mettrait un terme à la séance d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été présent. La prochaine séance est le 10 avril prochain. Donc, c'est un rendez-vous. Bonne journée.